On va essayer de dépolluer les terres. C'est l'incroyable défi relevé par les spécialistes du BRGM, comme Philippe Négrel, mon invité. Donc c'est parti pour une nouvelle séquence Impossible n'est pas scientifique. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai effectivement un défi à relever. Je vais vous parler de comment dépollue-t-on les terres. Comme toute histoire, il va d'abord falloir en planter un petit peu le décor. Donc le décor, j'en ai amené un bout avec moi. Ce sont des bananes. Donc je vais vous parler de la culture des bananes. Est-ce que je peux avoir la première diapo, s'il vous plaît? Voilà ici une bananeraie où on cultive des bananes. Mais le problème, c'est que comme dans toute culture, la banane a un ennemi. Diapo suivante, s'il vous plaît. Le charançon du bananier. Pour éliminer le charançon du bananier, il va falloir employer un insecticide. Au moins, c'est un insecte. Donc on va employer un insecticide. Et pourquoi emploie-t-on un insecticide? Regardez la nouvelle diapo. Voilà une coupe d'un bananier et avec les dégâts du charançon du bananier. Donc en termes de culture, c'est très impactant. Donc on emploie un insecticide. Mais je m'aperçois que je ne vous ai pas encore dit où est-ce qu'on était. Est-ce que je peux avoir la diapo suivante? La banane, ça pousse dans les pays chauds, tropicaux, équatoriaux, humides. Là, on est Martinique, Guadeloupe, où il y a énormément de culture de bananes. C'est une des fortes composantes de l'économie régionale. Et donc, on emploie un insecticide. Et puis, je ne vous ai pas dit à quel temps on était. Ce fameux insecticide, qui s'appelle la chlordécone, il a été... Pas encore la diapo. Merci. La chlordécone a été employée jusque dans les années 75 aux États-Unis, puis elle a été interdite. Et en France, on l'a interdit en 1990, avec 3 ans de dérogation pour les Antilles, pour passer à autre chose, un autre produit qui permette d'éliminer le charançon. Le problème, c'est que cet insecticide, il s'est stocké dans les sols, qu'il migre, qu'il évolue, et qu'il a d'énormes impacts de santé publique. Alors, je ne vais pas vous parler de la problématique de santé publique, je vais me focaliser sur, OK, on a une contamination, elle est large, comment peut-on s'y attaquer? Donc il a fallu attendre les années 2000 pour qu'on commence à cartographier la contamination dans les sols. Et on s'est heurté à un premier problème. Le premier problème, c'est d'être capable de bien mesurer la contamination pour pouvoir bien la cartographier. Et le souci, il n'était pas dans les capacités analytiques de mesure, il était dans l'extraction de ce pesticide à partir des sols, parce qu'il est très fortement ancré dans les sols. Il faut être sûr de l'extraire en entier pour bien le mesurer. Ça a été un premier enjeu, parce qu'il y avait une crise environnementale, et au BRGM, on a eu 2 mois pour préparer un protocole qui permette d'extraire ce pesticide correctement pour bien le mesurer. Une fois que ça a été fait, on peut cartographier. Quand on a cartographié, on s'aperçoit qu'il y a plus de 65 000 hectares Martinique-Guadeloupe qui sont contaminés par ce pesticide. Donc il y a eu des plans contre chlordécone qui sont sortis. On a toujours un problème, les sols sont contaminés, la chlordécone migre, la chlordécone se transforme, et donc elle impacte la santé publique. Donc la cible qu'on a définie après, la cible, c'est les sols. Si on élimine la chlordécone des sols, on élimine le problème de la pollution et de tout le transfert dans toute la chaîne alimentaire et la chaîne trophique après, puisqu'il n'y a plus de polluants qui est émis. Le souci, en fait, c'est que la chlordécone, c'est un organochloré, c'est une molécule organique qui est composée de 10 chlores associés avec des carbones. Ça a une forme de cage en termes de géométrie et c'est très résistant. Donc, il faut arriver, entre guillemets, à dézinguer cette molécule pour en faire autre chose, pour qu'elle s'évacue de la partie des sols. Donc il a fallu d'abord trouver des procédés chimiques capables de transformer cette molécule, de la transformer d'une molécule chlorée à une molécule déchlorée, parce que le chlore, vous connaissez tous, hein, vous allez à la piscine, ça sent le chlore, dans l'eau du robinet, parfois, ça sent le chlore, l'eau de Javel, ça sent le chlore. Le chlore est un antiseptique très très fort. Donc si on libère du chlore libre, c'est pas très grave, il va s'évacuer, c'est pas très grave. Donc il a fallu travailler là-dessus. Est-ce que je peux avoir la diapo suivante? Non, je dois en avoir une avant. Oui, merci. Donc en laboratoire, on arrive à faire des choses. On arrive à travailler sur la molécule, on arrive à la faire se dégrader. Le problème, c'est qu'il faut passer du laboratoire à la zone naturelle. Il faut arriver à transférer. Donc la première chose qu'on a fait une fois qu'on a été capable de travailler sur cette molécule pour la dégrader, on a prélevé des sols. Et vous voyez là le prélèvement avec un cylindre en métal, il est fait pour conserver le sol dans sa structure. Parce que la chlordécone, en fait, elle est au sommet du sol, sur les 10 premiers centimètres. Donc si on veut bien prélever, il faut qu'on prélève le sol. Alors on le met à l'envers, là, il faut qu'on prélève le sol de manière à conserver sa structure pour pouvoir après, en laboratoire à nouveau, mais cette fois en pilote expérimental, diapo suivante s'il vous plaît, en pilote expérimental, remettre les sols
dans ces cylindres et après appliquer la recette de cuisine. Alors la recette de cuisine, c'est quoi? La molécule de la chlordécone, on va arriver à la déformer, à la dégrader, à la transformer en appliquant de la matière organique et quelque chose que vous connaissez tous, c'est du fer. Alors je ne vous ferai pas le fer dissous, le fer à dissous c'est pas cher, on ne va pas faire ça. En appliquant du fer, qui est un élément relativement simple, commun partout, hein, c'est un des principaux éléments de la croûte terrestre. La matière organique, c'est de la luzerne qui peut être utilisée. Après, un procédé a été un peu amélioré en utilisant de la bagasse. Alors la bagasse, apparemment, c'est un résidu de traitement de la canne à sucre. Ça tombe bien, dans les Antilles, il y a de la canne à sucre. On est sur un circuit presque local, on fait dans le bio quasiment. Donc en appliquant ces deux éléments dans le procédé, on arrive à dégrader la chlordécone. Et comme si on passe après dans une parcelle expérimentale, quand elle sera dégradée et qu'il va pleuvoir, elle va s'éliminer. Et quand elle se sera éliminée, il n'y aura plus de problème de pollution. Donc ça, vous avez ici la manip en laboratoire. Après, on est passé à de l'expérimentation in situ. On a pris une parcelle expérimentale et on a fait comme si on exploitait un terme agricole. On a commencé par épandre l'amendement organique. On l'a enfoui dans le sol avec un tracteur. Après, on a pulvérisé le fer. Et on est arrivé, au bout de 3 mois, à avoir 70% de réduction de la chlordécone dans la parcelle contaminée. Donc le processus, il marche. On est capable de dégrader la molécule et elle va s'éliminer. On est à l'heure actuelle en train de travailler sur un procédé où il y aura encore plus d'efficacité en mettant des bactéries en jeu parce qu'elles vont contribuer à cette... Alors le procédé, ça s'appelle la réduction chimique in situ. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va faire trop compliqué. On va changer les paramètres de base, le pH, le redox. Le tout, c'est de dégrader la molécule. En mettant des bactéries, on va augmenter la vitesse de la réaction et la capacité de la réaction à éliminer cette chlordécone. Le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on est passé du laboratoire, on est allé à la parcelle in situ. Après, on a juste 2 îles à traiter. Et ça, c'est ça qui est compliqué, parce qu'il faut que le procédé soit transférable après à une échelle qui n'est pas la même. Et c'est ce qu'on est en train de travailler à l'heure actuelle pour éliminer le charançon, la cause de la pollution, le charançon et la chlordécone. Merci. Merci beaucoup, Philippe Négrel. Venez vous asseoir au forum, on vous attend. On va continuer de discuter. Vous êtes directeur adjoint du département eau, environnement, procédés et analyse au BRGM. Alors, on va élargir tout de suite. On n'a que 5 minutes et je sais bien que vous soyez à côté d'une climatologue. Pour rentrer dans le vif du sujet que je voudrais aborder, là, dans les 2 cas, que ce soit le climat et le réchauffement, que ce soit là, dépolluer cette pollution aux pesticides, on réagit face à des, entre guillemets, conneries qu'ont fait les hommes. Est-ce que dans notre manière de fonctionner, on ne pourrait pas, et avec vous, et en réfléchissant, je ne sais pas, arrêter de courir après ce qu'on a fait et imaginer pour la suite des moyens, que ce soit pour faire des nouvelles molécules ou des nouvelles exploitations d'énergie, de réfléchir avant. Alors je sais que c'est difficile comme question, mais si on parle du cas des molécules qu'on utilise, par exemple pour l'agriculture, pour vous, Philippe Négrel, comment faire? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de commercialiser quelque chose dont on est sûr que dans 20 ans, on ne va pas se retrouver à se dire « Oula, comment on nettoie tout ça ?» Dans le principe, oui, ça serait l'idée. Dans la réalisation, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que généralement, quand je dis que la science est en réaction, c'est parce que quand on utilise une molécule, on découvre ses effets secondaires, pas les effets primaires. Les primaires, on les connaît assez bien. On découvre les secondaires au fur et à mesure de l'utilisation. Là, sur l'exemple des Antilles, en 1993, on a arrêté de l'appliquer. Le problème a commencé à sortir en 2005-2006. Parce qu'il y a eu des indicateurs qui ont commencé à montrer qu'il y avait de l'impact sur la santé, qu'il y avait de la présence de la chlordécone dans toute la chaîne, dans les poissons, dans les légumes. Donc là, on a commencé effectivement à réagir. Alors sur le principe, oui, c'est ce qu'il faudrait faire. Testons les molécules avant de les appliquer, mais c'est très long, c'est très compliqué. Parce qu'il faut faire des études in vivo, parce qu'il faut démontrer que la molécule aurait un impact. Et c'est très compliqué. Alors, on pourrait peut-être se dire qu'on applique des principes plus larges. Par exemple, le vivant, il me semble, vous allez me dire si je me trompe, mais il ne crée pas de molécules qu'il ne sait pas détruire. Par exemple, on pourrait très bien... Il me semble que le vivant fait ça. Hein. Oui, nous, on le fait pas trop. Oui, non, nous, on ne le fait pas. Par exemple, si on veut parler du climat, Françoise Vimeux, je crois bien qu'on pourrait simplement faire des calculs aussi. On aurait pu le faire. Non, mais je ne suis pas en train d'accuser quoi que ce soit. Je dis juste, quand on a une ressource et qu'on sait que la Terre est finie et qu'on émet une quantité par an, on sait qu'au bout de tant d'années, on en sera à telle quantité et donc ce sera trop. Est-ce qu'on a ce genre de réflexion plus large qui se met en place au niveau de l'énergie, au niveau des substances qu'on utilise, Françoise Vimeux? Comment on fait pour l'énergie? Par exemple, la voiture électrique, on sait très bien que si on remplace toutes les voitures aujourd'hui du parc par des voitures électriques,
il n'y a plus de ressources pour en faire une de plus. Donc ça ne sera pas la solution pour se déplacer. Alors, Oui, ça marche, ouais. ça marche. Alors, je crois en fait qu'aujourd'hui, on a des prises de conscience Ouais. et que, effectivement, par exemple, pour ce qu'on appelle, ce dont vous parlez, c'est la mitigation, hein, c'est-à-dire comment réduire notre impact sur l'environnement. Aujourd'hui, bien sûr, on commence à regarder, à calculer, à se dire la voiture électrique, l'énergie éolienne, etc. Je crois que si on retourne il y a quelques dizaines d'années en arrière, c'était pas vraiment les questions qu'on se posait. Il n'y avait pas forcément de prise de conscience de l'impact des activités anthropiques sur l'environnement. Et on aurait pu, hein, parce qu'on sait depuis très longtemps, on sait depuis le milieu du 19e siècle, il y a un physicien qui s'appelle Arrhenius, que lorsque l'on met du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ça augmente la température de l'atmosphère. Donc c'est des choses qu'on sait depuis très longtemps. Je pense qu'on ne s'est pas posé la question parce que les priorités étaient ailleurs. Et puis aujourd'hui, on voit les conséquences. Et ça veut juste dire qu'on réfléchit des fois à très très court terme, ou nos politiques réfléchissent des fois à très très court terme parce que c'est leur échelle de temps. Et lorsque l'on parle de l'environnement, eh ben non, c'est un temps plus long et il faut réfléchir sur plusieurs dizaines de décennies en avance. Alors on n'a pas vraiment la solution, on a un début d'explication. Philippe Négrel, l'homme n'est pas fait pour se projeter dans le temps long, il se projette dans sa propre existence. Ben, c'est sûr que pour un géologue habitué à manipuler le temps en millions d'années, l'environnement, déjà la décennie, c'est très très long. Alors, de l'anticipation, on peut en faire, on tente d'en faire. Je vais vous prendre un exemple tout simple. On travaille à l'heure actuelle au BRGM sur du screening environnemental des polluants de demain. Alors, comment on fait? On sait qu'on peut trouver à l'heure actuelle des échantillons d'eau souterraine, qui sont celles que tout le monde boit, qui vont contenir des molécules. Certaines sont connues, c'est facile, on les identifie facilement. D'autres, on a plus de mal à les identifier. Elles sont utilisées par tout le milieu industriel, que ça aille des médicaments aux cosmétiques. Il n'y a pas que l'agriculture qui est impliquée là-dedans. Des molécules, des substances, c'est utilisé partout. Donc l'idée, c'est d'anticiper en commençant à chercher ce qu'on voit déjà, essayer de les identifier. On ne va pas les réguler tout de suite parce qu'on ne sait pas la toxicité forcément, mais déjà identifions les molécules présentes de manière à ce que d'autres entités de recherche publique puissent travailler sur la toxicité, ce qui arrivera peut-être à un moment donné à une régulation, voire une interdiction. Alors je suis désolé, on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin dans la discussion. Elle aurait mérité plus d'une heure, voire deux. On va retenir deux mots. Ce que vous avez employé, c'est prise de conscience. Et je pense que c'est important. Et changement de mentalité, mais global. Et peut-être que ça amènera d'autres choses dans les générations qui viendront. Mais merci beaucoup. On a fait vite. Françoise Vimeux, merci. Philippe Négrel, merci. Merci à vous.